à Arlon. Pour les activités de l'Académie, c'est vrai, vous l'avez mentionné, activités du Collège Belgique qui ont lieu au Palais Provincial, mais aussi parce que quand on est bruxellois et qu'on passe par Arlon, on se dit qu'on va un peu dans le sud, qu'on part en vacances. Donc, du coup, en arrivant tout à l'heure, j'avais vraiment une impression de légèreté. Et puis je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Alors pour deux raisons. Parce que l'après-midi avec les jeunes adultes, les jeunes rhétoriciens, a été tout à fait impressionnant. On a vraiment vu de jeunes femmes et de jeunes hommes, c'est vrai, qui sont dans des parcours scolaires qui ont sans doute été beaucoup préparés par leurs professeurs, mais qui ont vraiment posé des questions tout à fait fondamentales sur le thème de ce soir, et qui nous ont vraiment mis face, d'une part, à des analyses, à des constats, et d'autre part aussi à nos propres responsabilités. Et je suis vraiment très heureux que les deux activités, celle de l'après-midi et celle de ce soir, sur la question de savoir comment nous portons la responsabilité de bâtir le monde de demain, soient ainsi interconnectées. Puis la deuxième chose, c'est que une soirée comme celle-ci, c'est vraiment tout à fait remarquable sur le plan des... je dois peut-être rapprocher le micro, oui, c'est ça. Donc, vous pouvez diminuer, comme ça je vais le rapprocher. C'est tout à fait remarquable parce qu'en réalité, nous avons une illustration du système belgo-belge, mais quand même un système assez intéressant, puisque toutes les personnes qui vous parlent ce soir sont reconnues ou appréhendées comme étant des cultes, convictions, philosophies non professionnelles reconnues. Ça veut dire que ce sont des entités qui sont subventionnées, c'est-à-dire qui passent par le financement, par nos impôts, mais qui contribuent en quelque sorte par leur discours à l'élaboration du sens dans ce pays. Alors, je vais donc aussi, comme mon prédécesseur, bien rester dans les temps qui me sont impartis, les 45, et je vais faire en sorte que vers 21h, 21h05, j'arrête ma contribution. Je vais la commencer, si vous voulez bien, avec une citation. Vous avez terminé, mon cher ami, par une citation. Je vais commencer par une citation. Et c'est d'un jeune auteur français, d'un romancier que j'aime beaucoup, vous avez peut-être lu, qui s'appelle Jean-Baptiste Delamo. C'est connu parce qu'il a pris beaucoup d'engagement sur la question de la souffrance animale. Il est très engagé sur ce domaine-là. Et il a écrit, il y a 2 ans, une lettre, comme ça. Il a écrit une lettre tout à fait imaginaire. Il a écrit une lettre ça s'intitule ceci, est-ce ce monde-là que j'aurais aimé t'offrir? C'est une lettre qui est écrite à un enfant qu'il n'a pas et qu'il n'aura pas. Mais il l'écrit quand même. Je le cite. Et puis, regarde-nous, tristes humains, qui n'avons eu de cesse de nous définir en opposition aux autres formes de vie, dans le seul but de justifier notre domination sur elles. Regarde-nous. Nous avons fait fi des signaux et des avertissements. Regarde-nous. Nous avons brûlé nos forêts. Nous avons puisé les énergies fossiles et nous avons acidifié nos océans. Regarde-nous. Nous avons enfermé les animaux dans des fermes-usines et nous avons fait taire les oiseaux. Regarde-nous. Nous avons poussé jusqu'au point de non-retour notre recherche avide du profit. Regarde-nous. Nous avons érigé en modèle le capitalisme, mais le capitalisme le plus cynique, le capitalisme le plus désabusé, et nous l'avons fait au mépris du plus faible que nous sacrifions sans ciller. Je veux dire par le plus faible l'animal, le migrant, le vieux, le malade et l'ouvrier. Mon enfant, est-ce ce monde-là que j'aurais aimé t'offrir? Fin de citation. Alors, quand on commence comme ça, avec un romancier qui écrit, c'est vrai, une lettre imaginaire, je crois qu'on est vraiment au cœur de la question de savoir quelle est
la responsabilité que nous avons pour bâtir le futur, c'est-à-dire pour le construire. Et c'est une question philosophique impressionnante, c'est-à-dire, est-ce que nous aurions la responsabilité, nous, actuellement, à la fois de porter le passé, que nous n'avons peut-être pas nous-mêmes vécu, et de porter à la fois le futur, qui va toucher la question des générations futures. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un devoir, envers l'avenir? Ça, c'est vraiment le fond de la question que nous devons nous poser. Alors, quand il faut essayer de répondre à cette question, en fait, il faut revenir sur un état de fait, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous observons. Et on peut dire que les temps qui sont les nôtres, aujourd'hui, ce XXIe siècle, ce sont des temps qui sont peut-être plus que d'autres, qui sont hantés par le risque que l'avenir soit potentiellement impossible. Qu'il y ait vraiment des impossibilités profondes par rapport à notre avenir. Et que donc, il y ait un ensemble de catastrophes. Un ensemble de catastrophes, nous en avons connu au XXe siècle. Vous avez évoqué une des catastrophes majeures du XXe siècle. Mais nous avons aujourd'hui un ensemble de catastrophes qui sont des catastrophes climatiques, qui sont des catastrophes sociales, qui sont des catastrophes économiques, qui nous font poser des questions majeures quant à savoir ce que sera encore cet avenir. Alors, est-ce que donc, si nous avons cette responsabilité pour l'avenir, est-ce que donc nous aurions des droits, mais aussi des devoirs pour respecter ou pour faire respecter celui des générations futures? C'est exactement la question que pose Jean-Baptiste Deslameaux dans la lettre qu'il écrit à cet enfant qu'il n'aura jamais. Alors vous avez cité un précepte, aussi vous avez évoqué la question d'une loi divine, et pour ma part, je voudrais mettre en évidence plutôt, non pas un principe qui serait un principe religieux ou un principe spirituel, mais je voudrais mettre au cœur de ma brève réflexion un principe qui serait plutôt un principe philosophique, c'est-à-dire un principe rationnel, et qui dirait ceci: agis de telle sorte que l'humanité soit encore possible à l'avenir. Agis de telle sorte que l'humanité soit encore possible à l'avenir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une responsabilité fondamentale, nous avons une responsabilité décisive, en prenant d'une part le constat de ce qui précède et en regardant ce qui nous attend. Alors c'est vrai que c'est évidemment un principe qui est très difficile à mettre en œuvre, d'une part parce que nous sommes dans un état de fait que nous connaissons bien, et d'autre part parce que nous pouvons avoir une analyse de ce qui se trame dans les temps qui sont les nôtres. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que nous avons aujourd'hui, actuellement, une crise qui pourrait s'orienter en trois grandes perspectives. Nous avons une crise intrasociale, nous avons une crise entre nos sociétés, et nous le voyons très très bien, nous le voyons notamment à travers les politiques migratoires, et nous le voyons aussi, phase tout à fait négative, phase tout à fait pessimiste, nous le voyons par les comportements que nous voyons apparaître chez nos concitoyens. Et je pense ici en particulier au comportement raciste, c'est-à-dire le comportement qui refuse notamment aussi l'accueil de l'étranger et singulièrement l'accueil du migrant. Puis nous avons aussi une crise entre nous, les humains, parce que les rapports entre nous sont devenus extrêmement compliqués. Nous voyons bien que nous vivons dans une société complexe où les relations interpersonnelles et les relations interhumaines peuvent être extrêmement difficiles. Et puis nous avons une crise, et c'est peut-être celle-là que nous ressentons le plus pour le moment, qui est une crise où nous éprouvons un rapport complexe entre ce que nous appelons encore la nature, et c'est évidemment un terme évidemment extrêmement complexe, mais enfin,
la nature, c'est-à-dire le milieu de vie dans lequel nous sommes, et puis nous, les humains, dans cette nature, avec le comportement que nous avons, un comportement qui, dans la majorité des cas, est un comportement extrêmement transgressif. Et ces trois crises, crise entre les sociétés, crise entre les hommes et crise entre les hommes et leur milieu de vie, la nature, ce sont en réalité des crises qui sont incomparables. Elles sont incomparables, mais ce sont des crises aussi que l'on ne doit jamais séparer les unes des autres. Alors qu'est-ce qu'elles nous montrent? Eh bien, elles nous montrent un ensemble de comportements dans lesquels nous sommes tombés et avec lesquels nous vivons. Et pour ceux qui étaient là, ceux et celles qui étaient là cet après-midi, les jeunes n'ont cessé de dénoncer ces crises et ces comportements, et ils nous les ont montrés comme des avertissements. Alors, j'en retiens quelques-unes. La généralisation du règne de la marchandisation. Nous faisons du mercantilisme de tout, de tout. Nous avons des formes d'hypercroissance. Nous ne pensons qu'à la production. Nous voulons produire. Nous sommes dans le culte de la performance. Même dans un univers comme le mien, l'univers universitaire, la vie intellectuelle est devenue des affaires de performance. Nous sommes dans des croissances de population, mais qui sont surtout des croissances de besoins. Nous jetons constamment. Nous sommes pris dans les affres d'une société de l'obsolescence programmée. C'est comme ça, c'est programmé. C'est même technologicisé, c'est organisé pour qu'il en soit ainsi. C'est vrai, nous avons une société de la circulation extrêmement rapide des informations. Certains d'entre nous, dans la nuit de samedi à dimanche, ont regardé sur des chaînes d'information continue le trajet des missiles et des drones qui transportaient des bombes depuis l'Iran, qui passaient par l'Afghanistan et qui tombaient en Israël. C'est ça, la société de la mondialisation, de la globalisation, qui vous permet d'assister, depuis votre canapé, à un bombardement qui se trame entre Iran et Israël. Et comme faisait remarquer un expert politologue, ceci rappelle étrangement les jeux vidéo lesquels jouent les jeunes, où on est sur une console et puis on regarde les bombardements. Sauf que là, nous voyons ces actions dans notre monde réel et nous pouvons y assister au jour le jour. Et je ne sais pas quel était votre sentiment, mais je n'ai pas observé ça pendant la nuit, mais quand je me suis couché samedi soir, je me suis demandé dans quel monde j'allais me réveiller dimanche matin. Est-ce qu'on allait avoir une nouvelle guerre mondiale avec un dérapage gigantesque et possible entre Iran, Israël et situation des pays complexes au Proche-Orient, ou bien est-ce que l'on avait à voir une sorte de grand avertissement qui potentiellement allait peut-être pouvoir voir advenir d'autres situations beaucoup plus compliquées. Mais enfin, la circulation des informations, c'est ça. Et puis aussi, nous sommes dans des mondes où la technologisation est puissante. Regardez la puissance de l'intelligence artificielle. J'aurais très bien pu ce soir demander à ChatGPT, comme je le fais parfois, bonjour, peux-tu me dire quelles sont les choses les plus importantes qu'il faut prendre en compte pour construire l'avenir de demain, ou pour construire ensemble un monde qui soit responsable. La machine m'aurait répondu, bonjour, bien entendu, je peux répondre. Et puis j'aurais eu cette conférence que je vous aurais peut-être lue, et vous n'auriez vu que du pipeau. Alors, est-ce que nous allons contester cette puissance de l'inventivité humaine, ce jeu dont les humains sont capables avec la création de cette intelligence artificielle, qui est quand même une création originairement humaine? Alors, dans ses conséquences, c'est une autre histoire, mais est-ce que donc nous allons sombrer dans une critique facile de cette intelligence artificielle, ou bien est-ce que nous allons prendre la mesure que cette intelligence artificielle, cette technologie, elle nous apporte
des aides considérables. Si vous pensez par exemple ce que l'intelligence artificielle permet de faire en matière de prévention médicale ou en matière par exemple d'observation d'une image médicale qui a repéré une tumeur cancéreuse sur un tissu particulier, nous savons que l'intelligence artificielle déploie le regard humain et permet d'anticiper l'arrivée potentielle d'une tumeur. Donc est-ce que nous allons sombrer dans une attitude purement négative ou dans une attitude purement positive? Donc la technologisation, elle nous pose des questions tout à fait fondamentales. Et puis, autre difficulté, et c'est pour ça que je me suis permis de citer la lettre de Jean-Baptiste Delamot, c'est vrai que nous avons pris beaucoup de liberté en matière de prélèvement de nos ressources. Mais les jeunes l'ont dit tout à l'heure, aux alentours du mois de septembre, parfois c'est juillet, nous avons épuisé les ressources de la Terre. Donc nous, par rapport à la Terre, nous vivons à crédit. Les jeunes nous ont dit ça tout à l'heure avec à la fois beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Donc nous prélevons les ressources de la Terre et nous avons, ben, vous le savez bien, vous êtes tous comme moi, vous vivez quand même dans un contexte aussi urbain, vous voyez ce qui se passe avec les rejets, avec nos déchets, avec nos traitements, avec nos poubelles, avec notre société du tout jetable, et donc les apories dans lesquelles nous sommes. Et puis, je crois qu'on voit aussi deux choses, et on pourrait allonger le constat évidemment, on voit aussi deux choses qui sont tout à fait criantes. Nous voyons une société qui devient de plus en plus individualiste. Donc il ne faut pas avoir peur de lui. On voit vraiment une société du repli, c'est-à-dire une société que moi j'appelle une société de la bulle. Alors dans mon domaine, la philosophie, on a créé beaucoup de bulles, hein, on a inventé beaucoup de concepts, des choses tout à fait incroyables, l'être, enfin beaucoup de choses, beaucoup de concepts. Bon, c'est très intéressant, spéculativement. On pourrait dire ça aussi de la théologie, mais on a inventé en théologie des concepts tout à fait incroyables. Peut-être que même Dieu est un concept tout à fait fou, qui sait. Bon. Mais en fait, c'était des bulles qu'on régulait quand même. Mais là, nos bulles sont des bulles individuelles. Et les jeunes l'ont dit tout à l'heure aussi, vous savez, c'est la domination du téléphone portable qui devient, pas qu'un écran, qui devient la relation interpersonnelle, qui fait qu'il y a un individualisme extrêmement profond, et puis surtout, il y a une virtualisation de mon univers. C'est-à-dire que je ne vis plus dans le concret, je ne vis plus dans la réalité de mon existence, c'est-à-dire je suis coupé de mon milieu de vie, je suis coupé de la nature, je ne regarde plus, je n'observe plus, je n'écoute plus, donc je vis dans une espèce de bulle, je m'isole, et je m'isole, et je m'isole. Mais c'est très paradoxal, parce que m'isolant dans cette bulle, effectivement, je peux découvrir tout à fait beaucoup d'autres bulles. Et ma bulle peut devenir tout à fait universelle, et je peux, paradoxalement, en m'enfermant dans mon propre individualisme, je peux aller rencontrer des individualismes qui sont aussi au bout de la terre. Donc je dis ceci, pourquoi? Parce que les temps sont gris. Ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs. Les temps sont gris. Donc ils nous demandent vraiment beaucoup de discernement et beaucoup de réflexion. Ça c'est la première chose, l'individualisme. Et puis il y a une deuxième chose, qui est peut-être la conséquence de tout cela, c'est qu'il y a une très forte précarité qui s'installe dans nos sociétés. Alors il y a la précarité économique, que nous voyons vraiment. Il y a la précarité sociale, il y a la précarité affective, c'est-à-dire la précarité de nos relations interpersonnelles. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Souvent, nous manquons de recul, nous manquons de distance, nous sommes dans l'émotion, nous avons beaucoup de difficultés à prendre de la distance et nous réagissons immédiatement. Et quand nous réagissons immédiatement, nous faisons des catastrophes. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe sur TikTok, sur Snapchat. C'est une
émotionnalité exacerbée qui fait qu'aujourd'hui, le dialogue rationnel, qui demande du temps, qui demande de la longueur, qui demande parfois de la réflexion, qui demande du doute, devient quelque chose de très difficile. Alors qu'est-ce qui se passe? On sombre dans l'invective, et puis quand on ne s'en sort plus dans les invectives, on tombe dans la victimisation. Et on ne peut plus rien dire, puisque tout de suite, tu m'agresses, je suis victime, arrête, tu me harcèles, voici mon avocat. Et le schéma, il est là. Vous le connaissez comme moi, parce que ni plus ni moins que moi, vous êtes dans la vie concrète, vous êtes dans la vie réelle et tout ça, quel que soit votre métier, si mon métier est professeur, je le vois, eh bien nous vivons là-dedans. Alors, évidemment, si on en restait là, ce serait triste. Ce serait triste. Et sans doute que ce soir, les différents intervenants qui vont défiler devant vous vont tenter, et on en a déjà eu une voix avec vous, vont tenter de dire comment les convictions qui sont les leurs doivent apporter une réponse à cette situation-là. Alors, qu'est-ce que ce que nous appelons en Belgique la laïcité organisée, mais que je vais m'appeler plutôt l'action laïque, parce que la laïcité, c'est parfois très difficile à concevoir, c'est parfois très difficile à définir. Par contre, quand on parle d'une action laïque, on peut se dire, tiens, quelle est cette action et pourquoi dit-on qu'elle est laïque? Mais qu'est-ce que donc une existence laïque pourrait apporter sur ce point-là? Eh bien, une chose fondamentale, c'est ce qu'il y a dans le mot laïcité. Vous savez, le mot laïcité, c'est un mot d'origine latine, mais originairement encore grec. En grec, le mot c'est laos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le peuple. Le peuple. Et qu'est-ce que ça veut dire le peuple pour un grec? Ça veut dire nous. Le nous. C'est-à-dire nous, les humains. C'est-à-dire nous, les femmes et les hommes. Ici, dans notre humanité la plus profonde. Dans notre humanité à la fois la plus radicale et la plus minimaliste. C'est-à-dire ce qui fait que, malgré toutes nos différences, qui sont en réalité nos enrichissements, il y a un fond commun qui est en nous, qui est essentiellement notre humanité. Voilà pourquoi on peut parler d'humanisme, qui est notre raison humaine, et la raison, elle est partageable. Et la raison, c'est autre chose que les convictions. On peut avoir des convictions, c'est encore autre chose que d'avoir une raison. Nos convictions, ce soir, elles sont sans doute extrêmement différentes les uns des autres. Et c'est très bien ainsi. Et nous avons besoin de dialogue, nous allons avoir besoin du débat pour réfléchir sur certains points. Donc nos convictions sont différentes. Par contre, nous avons tous et toutes une raison. Et la raison, c'est un universel commun qui est partageable. Ça, nous l'avons tous et toutes. Et en matière de raison, c'est-à-dire en fait de mesure, d'esprit critique, il n'y a aucune différence entre toutes les personnes qui composent l'Assemblée de ce soir. Parce que c'est commun, c'est partageable. Et c'est sur la raison qu'on se retrouve, et d'ailleurs c'est toujours à partir de la raison qu'on commence à discuter des convictions des uns et des autres. Et donc la laïcité, elle rappelle ça, elle rappelle le peuple, le commun, le nous, c'est-à-dire ce qui se trame au plus profond de nous-mêmes, en fait ce que nous avons dans le ventre et ce que nous avons dans les tripes. Voilà, c'est ce qui fait que nous allons tous pleurer ensemble et que nous allons tous rire ensemble. C'est ça, en fait, être peuple. Et puis après, il y a toutes nos modalités, toutes nos spécificités, toutes nos particularités. Et donc la laïcité, quand elle réfléchit à la façon dont on peut construire le monde de demain, avec le constat que je voulais faire, parce que je ne veux pas faire l'économie de ce constat, de ce monde extrêmement difficile, de ce monde compliqué, de ce monde avec ses multiples crises, elle nous rappelle ça. Elle nous rappelle que nous sommes peuple et que nous avons le devoir de faire peuple. Parce que nous avons une humanité commune, nous avons une raison commune et nous avons plus encore une fraternité commune. Alors, la fraternité laïque, elle a quelque chose de très spécifique. Et en ce sens-là,
tout à fait. Alors elle n'est pas contraire, elle n'est pas opposée. On n'est pas dans un problème d'opposition. Mais elle a un caractère très spécifique par rapport à la fraternité des religions. La fraternité laïque, c'est une fraternité où il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Nous sommes des frères, mais sans père. Ça veut donc dire qu'en matière de laïcité, il n'y a pas de problème de patriarcat. Et on ne vous demande pas, en matière de laïcité, pour réfléchir à cette façon dont vous voulez construire le monde de demain, on ne vous demande aucun rite initiatique. Il n'y en a pas. Vous voulez travailler dans une maison de la laïcité, vous ne demandez pas de carte, on ne vous demande pas de cotisation, on ne vous demande pas un rite initiatique, un baptême, une circoncision, une profession de foi. Donc on vous dit, voulez-vous venir? Voulez-vous aller chercher au plus profond de vous-même cette humanité qui est en vous? Voulez-vous comprendre qu'il y a une fraternité qui fait que nous sommes des frères et des sœurs, parce que nous appartenons au même peuple? Mais que cette fraternité, c'est vrai qu'elle n'a pas de père, enfin, pas de père, pas de Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur, il n'y a pas. C'est une fraternité où en réalité chacun est responsable de l'autre. Puis alors, ce sera mon dernier mot, parce que si je vous dis que c'est une fraternité sans père, c'est une fraternité qui n'a pas de sens sans la solidarité. Alors il faut de la solidarité. Et la solidarité, vous voyez, ça on aura peut-être l'occasion de retrouver dans le débat, pour les laïcs, ce n'est pas une charité. Ce n'est pas la charité pour les laïcs, c'est vraiment la solidarité. C'est-à-dire, c'est partir de cette hypothèse que puisqu'il y a du commun qui est en nous, ben nous avons des devoirs d'égalité et d'égalisation. C'est-à-dire que quand un manque, il faut pouvoir savoir de quoi il manque pour pouvoir, au nom de la solidarité, combler ce manque. Et donc, avoir quelque chose de l'ordre du rétributif et du redistributif, si vous permettez de le dire de cette façon. Et donc, voilà. Voilà la plus belle métaphore de la conférence. Et c'est pour lui, hein, qui est là. Et donc, c'est ça. C'est ces quelques mots donc, que je voulais vous dire. C'est que ne diminuons pas les crises dans lesquelles nous sommes. Et je pense que la crise climatique est une crise redoutable. Mais voyons qu'il y a des ressources en nous, en matière de droit, en matière de liberté, en matière de fraternité, en matière de solidarité, avec cette idée fondamentale que nous pouvons donc faire un peuple commun et que nous pouvons nous retrouver sur la base la plus large, sur la base la plus universelle possible, qui est celle de notre commune humanité. Et si nous faisons cela, alors nous avons peut-être beaucoup de chance de pouvoir faire en sorte que ce petit enfant, dans 20 ans, ou dans 30 ans, ou dans 40 ans, pourra peut-être prendre la parole aux soirées interconvictionnelles d'Arlon et peut-être avoir refait un petit peu l'histoire de cette soirée et nous avoir expliqué comment ça servait quelque chose. Merci beaucoup.